un dicton qui dit « Le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. » On est d'accord aujourd'hui, est-ce qu'il y a un marché de l'enseignement de la musique ? Oui, la France est le pays où il y a le plus d'écoles de musique par habitant au monde. C'est tout le paradoxe. S'il y a de la concurrence, c'est parce qu'il y a un marché. Par contre, ceux qui se lancent avec la bonne méthodologie ont tout le boulevard pour y aller. Donc, je pense que c'est important de se dire qu'une audience, elle peut être microscopique, mais elle doit exister. Donc la clé, elle est de commencer par créer une audience. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Personne ne se pose la question de faire autrement de façon à revaloriser l'enseignement de la musique. Et on est en train de tuer l'enseignement musical à l'heure actuelle. Fabien, bonjour. Salut Cédric. Merci à toi d'être présent pour ce nouveau podcast Zik School. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de la concurrence en ligne. Est-ce que aujourd'hui, créer son école de musique en ligne, est-ce que c'est pas trop tard ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de monde en ligne ? On va parler de tout ça. Alors, je suis content de t'accueillir parce que c'est un sujet hyper sensible et en même temps qui me tient à cœur parce que moi, je reçois beaucoup de réponses de profs de musique qui me disent « Mais oui, mais j'ai envie de me lancer, mais est-ce que tu penses qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce que tu penses que y a pas déjà tout en ligne ?» Et paradoxalement, aussi des enseignants qui disent « Oui, mais en fait, l'enseignement en ligne, ça sert à rien. » Donc moi, je suis un peu perdu là-dedans, entre des gens qui me disent qu'il y a déjà tout en ligne et des gens qui disent « non, on ne peut pas enseigner en ligne. » Donc c'est un peu antinomique tout ça. Donc on va essayer de débattre là-dessus aujourd'hui. On va vite fait faire un rappel, même si les gens maintenant ont l'habitude, en suivant notre podcast, sur notre parcours. Si tu peux te présenter en quelques mots. Oui, alors du coup, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'on a pas mal de petites choses sympas à dire là-dessus. Donc pour faire résumé rapide, moi j'ai un parcours classique. J'ai fait le conservatoire depuis le début en tant que violon alto. J'ai terminé le conservatoire. J'ai commencé des études professionnelles pour devenir musicien, potentiellement musicien d'orchestre. Et pour des raisons, notamment un accident, j'ai pas pu continuer sur ce chemin-là, j'en ai pris un autre. Par contre, j'ai toujours pris plaisir à donner des cours. J'en ai donné assez jeune, à partir de 15 ans. Du coup, ça fait un peu plus de 20 ans que je donne des cours. Et c'est toujours un plaisir de le faire. Et ça fait aussi une dizaine d'années que je suis dans l'entrepreneuriat et que je côtoie tout ce qui est apprentissage en ligne et que j'ai découvert toutes les subtilités dont on parle dans ce podcast, dont on fait profiter les gens pour apprendre, progresser. Alors oui, un des pionniers de l'enseignement en ligne, parce que l'enseignement en ligne est très récent, et d'autant plus dans la musique. Il faut quand même rappeler que tu as eu un site aussi au sein d'enseignement du violon, je crois que c'était ça, de l'apprentissage de la musique. Moi, de mon côté, j'ai un parcours un peu différent, même si ça reste un parcours plutôt conventionnel et populaire. Moi, j'ai fait une école de musique associative, en fait. Donc, j'ai appris la guitare pendant quelques années. J'ai fait 3 années d'apprentissage de la guitare, histoire de terminer mes 6 années de solfège en 3 ans. Voilà, j'aime bien le préciser, ça, t'as vu. Et après, je suis devenu un peu autodidacte, même complètement, parce que j'ai appris le piano tout seul. J'ai continué à progresser à la guitare tout seul. Et j'ai été aussi enseignant, j'ai travaillé à l'Éducation nationale. Et en 2012, j'ai tout quitté pour lancer mon école de musique en ligne dans la pratique de la musique assistée par ordinateur, donc orientée post-production musicale. Et donc, j'ai cette expérience, comme toi, depuis une dizaine d'années, sur l'enseignement en ligne et comment on fait pour monter une école de musique en ligne et transmettre son savoir par le biais des nouvelles technologies et Internet. Et justement, maintenant que ça fait 10 ans qu'on est là-dedans, on a fait partie des pionniers, des premiers à faire ça. La question se pose aujourd'hui de se dire, est-ce que c'est trop tard de se lancer en ligne ? Est-ce qu'il n'y a pas déjà trop de monde ? Est-ce que les places ne sont pas déjà prises ? Et est-ce qu'en gros, ceux qui souhaiteraient se lancer aujourd'hui feraient mieux de s'abstenir ? Ou plutôt, est-ce que ça serait le bon moment pour eux d'y aller ? On va débattre de tout ça, toujours avec nos petites questions qu'on a préparées, histoire de pouvoir se poser des petites questions croustillantes sur le sujet. Alors, il faut juste savoir, on précise, on n'est pas du tout au courant des questions que l'on va se poser. Ça, c'est peut-être bien de le préciser quand même, parce qu'on ne l'a pas dit depuis le début de cette aventure podcast. Je ne connais pas tes questions, tu ne connais pas les miennes, on connaît juste
le sujet et on vous fait profiter de notre expérience sur ce domaine-là. Et donc, c'est uniquement un échange de discussion finalement sur tous les deux. Voilà. Oui, et du coup, je pense que ça va être assez sympa. Et tu posais la question, est-ce que c'est trop tard ? J'aurais bien envie de dire pour rire, bah oui, c'est foutu, arrêtez, ça vaut pas la peine. Mais heureusement que c'est pas le cas. Et j'aimerais bien commencer ce podcast en faisant réfléchir les gens avec un dicton qui dit le meilleur moment pour commencer, c'était hier. Donc en fait, quand ça a débuté. Donc, Quand nous, on a commencé. quand nous, on a commencé en ligne. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Et en fait, c'est valable dans tout dans la vie. C'est-à-dire que si tu considères que c'est trop tard, bah ne fais rien. Il n'y a pas de souci. Mais en attendant, il y en a qui vont quand même se lancer et qui auront des résultats. Il faut savoir que quand on commence au début d'un marché, ok, t'es le premier, mais t'es aussi tributaire du marché qui n'a pas l'habitude de ce que tu proposes aussi. Donc, finalement, on va pouvoir en parler en long, en large et en travers. La concurrence apporte certains bénéfices insoupçonnés pour ceux qui nous écouteraient. Oui, exactement. Et pour compléter ton dicton, hein, la fin, c'est le plus mauvais des moments, c'est demain. Oui, moi je te rejoins en expliquant, et je me bats avec ça, je le répète souvent, si on attend que tout le monde le fasse et le mette en place, c'est là que ça sera trop tard. Le jour où tout le monde le fera, parce que ça sera devenu une norme, et c'est avant la norme que les gens prennent leur place. Après, c'est terminé. Et c'est à ce moment-là, peut-être, qu'on pourra parler de concurrence. Alors, la concurrence en ligne, qu'est-ce que tu en penses, toi, Claire, aujourd'hui ? Moi, je pense que la concurrence, c'est un indicateur. Ok ? On pense souvent, et ça serait intéressant d'étudier pourquoi, mais on pense souvent que quand on est les premiers, c'est une bonne chose. Le problème, c'est qu'il faut se dire que la probabilité qu'on soit le premier et que ça soit une bonne chose, elle est ultra faible. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé sur un marché qui n'était pas exploité. Je pense que c'est une manière de sous-estimer un peu la capacité créative des êtres humains. Il faut savoir qu'un marché, une fois qu'il fonctionne, c'est pour ça qu'il y a de la concurrence. C'est tout le paradoxe. S'il y a de la concurrence, c'est parce qu'il y a un marché. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de marché. Du coup, s'il y a un marché, il vaut mieux faire partie de la concurrence. Donc pour moi, la concurrence, c'est un indicateur. Plus la concurrence est forte, plus le marché est fort. Évidemment, on ne va pas vendre du rêve. Évidemment que la concurrence apporte des problématiques, mais avant tout, elle apporte de gros bénéfices, qui est de savoir qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter pour apprendre la musique, en l'occurrence. Et c'est souvent une des premières erreurs que font pas mal de personnes qui sont dans des projets entrepreneuriaux ou autres, c'est de vouloir avoir l'idée, la bonne idée qui se démarque de tout le monde, d'avoir le nouveau Facebook. Voilà. Ça n'arrive qu'une fois par siècle, finalement. Cette bonne idée qui a aussi une part de chance, en fait, dans cette histoire-là, et qui est surtout une idée issue d'une expérience et d'essais-erreurs qui amène à un résultat et une remise en question. Mais aujourd'hui, si on doit lancer une activité, et c'est mon avis, je pense qu'il vaut mieux partir sur une activité où il y a déjà du monde, parce que, comme tu l'as dit, ça prouve qu'il y a un marché, et s'il y a un marché, il y a potentiellement la possibilité d'en vivre et du coup de le développer. Alors que si on cherche un angle ou une pratique où il n'y a pas encore de personnes qui sont dessus, c'est pas forcément sûr, mais peut-être qu'il n'y a pas du tout de marché et que ça a peut-être déjà été tenté avant sans qu'on le sache et que ça n'a pas fonctionné parce que justement il n'y avait pas le public pour ça. Oui, puis il y a un grand biais psychologique là-dessous, c'est que ce que l'on observe, c'est ce qui est observable. Ça paraît bête dit comme ça, mais ce qu'on observe, c'est ce qu'on voit. Donc il y a tout un tas de choses, et il y en a même plus, de choses qui sont essayées, qui sont testées, qui sont mises en place, et dont on ne voit jamais le jour parce qu'elles n'ont pas fonctionné. Donc finalement, ce que l'on voit sur le marché, c'est le résultat de ce qui a fonctionné, en tout cas suffisamment pour attirer des gens. Après, évidemment, est-ce que les modèles économiques sont viables et tout ça, c'est autre chose, mais en tout cas, il y a une base, il y a une problématique sur un marché, il y a des solutions qui existent.
autant aller s'engouffrer sur ce marché. Sinon, on fait c'est ce que tu as dit juste avant, on fait la même chose qu'une start-up. La start-up, c'est quoi ? Je vais essayer de trouver le bon produit pour le bon marché, je fais plein de tests, je balance énormément d'argent pour ça, et peut-être que ça va prendre, peut-être que non, et si j'ai les reins solides suffisamment longtemps et que je tourne suffisamment autour du pot longtemps, je vais trouver la solution. Certains y arrivent, c'est comme ça que certaines boîtes décollent, des Airbnb, des Dropbox, etc. Mais quand tu regardes l'histoire pour y être arrivé, c'est énormément de sacrifices pour, certes, des bons résultats, mais des résultats parce que nous, on les voit. Mais derrière, tu vois pas les 90% d'entreprises qui se sont cassées la gueule. Il vaut mieux des fois se dire, voilà, je vais lancer mon épicerie du coin. C'est pas hyper sexy et tout, mais il y en a besoin, il y en a d'autres. J'en suis une parmi d'autres. Et par contre, de chercher à se démarquer autrement que par l'idée du siècle. Et puis, concernant le marché de l'enseignement musical, on est d'accord aujourd'hui, est-ce qu'il y a un marché de l'enseignement de la musique ? Oui. La France est le pays où il y a le plus d'écoles de musique par habitant au monde. Le premier pays qui a le plus d'écoles de musique, en nombre, c'est les États-Unis. En fait, on est déjà dans un marché qui fonctionne. Par contre, un marché qui est en mutation. Un marché qui a un mode de fonctionnement qui est resté le même pendant des années. Et là, la question se pose de maintenant, en fait, avec l'apparition de pas mal de profs de musique qui commencent à se lancer en ligne, de se dire, l'évolution de cette pratique-là va passer sur Internet, va passer en ligne, mais les gens qui n'osent pas se lancer aujourd'hui ont aussi ce regard biaisé de ce qu'est Internet. Ils ont aussi l'impression que se lancer en ligne, une fois que quelqu'un l'a fait, finalement, ça y est, il a le monopole du marché parce qu'il est sur Internet. Et comme Internet, c'est dans l'esprit des gens, va s'ouvrir à tout le monde, à toute l'humanité, si quelqu'un prend un créneau en ligne, c'est marrant cette réaction de se dire c'est bon, c'est trop tard, il a déjà pris le créneau. Non, justement, c'est très bien, il l'a pris, il y a encore de la place et justement on s'ouvre à cette possibilité-là. D'ailleurs, histoire que les gens puissent se projeter, on va donner des chiffres vraiment à la louche, mais si tu regardes le nombre de personnes qui peuvent potentiellement avoir besoin de cours de musique en ligne, piano, guitare, peu importe, on est sur quelques dizaines, centaines de milliers, voire de millions si tu prends au moins la francophonie. Par contre, si tu regardes à toi, à titre personnel, tu vas faire tes recherches pour voir la concurrence qui existe, oui, tu vas trouver des gens, mais tu vas trouver en sérieux des gens où tu te dis, ah oui, tiens, ils font les choses bien et tout. Tu vas en trouver une dizaine, une quinzaine. Est-ce qu'il est censé de se dire que probablement les quelques centaines de milliers de personnes ne sont pas prises par les 10-15 personnes ? Tu vois, il y a un moment donné, il faut se dire, il y a de la place pour tout le monde. Un prof de musique qui vit au quotidien de son activité en donnant des cours présentiels. Il a 5, 10, 15, 20, 30 élèves, ça commence à être beaucoup. Si on ne fait que répliquer dans un premier temps un modèle avec une partie, tout en partie en ligne, avec des élèves, c'est-à-dire qu'il faut potentiellement trouver 5, 10, 20, 30 élèves. Est-ce qu'on ne peut pas, en faisant les choses bien, évidemment, trouver ces 20, 30 élèves sans avoir l'impression que le gâteau est déjà pris ? Tout à fait. Et ça rejoint, ta remarque rejoint aussi quelque chose que les gens ne se rendent pas compte, c'est que oui, il y a des gens qui partagent du contenu et des tutos en ligne dans la partie visible de ce qu'on peut voir sur YouTube ou autre, mais ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y en a très très peu de ces créateurs de contenu qui vivent de leur activité, et parfois c'est juste des tutos partagés de plus ou moins bonne qualité et qui ne vont pas plus loin, qui ne sont pas du tout monétisés et qui n'amènent aucun revenu au prof qui a mis ça en place. Et c'est une question de schéma. Le schéma actuel de l'enseignement de la musique, il est connu, il est répété depuis des décennies, donc tout le monde se dit on va procéder sur ce schéma-là qui marche parce que ça rassure. On a moins de recul en ligne, c'est moins à travailler en ligne. Il y a des gens qui réussissent en ligne, on en fait partie, on a réussi en ligne sur Internet. Et on connaît les schémas qui marchent et ceux qui ne marchent pas avec l'expérience qu'on a. Et il y en a beaucoup qui se sont lancés sur Internet et qui, aujourd'hui, n'en vivent pas, énormément même. Par contre, ceux qui se lancent avec la bonne méthodologie ont tout le boulevard pour y aller et
n'y a pas de notion de concurrence à l'heure actuelle en francophonie, puisque on a 10 ans de retard sur les États-Unis. Les États-Unis, ils ont beaucoup d'écoles de musique parce qu'on compte les écoles de musique en ligne, puis c'est les écoles de musique en présentiel. C'est le pays qui en a le plus. Et le en ligne est beaucoup plus développé que chez nous, d'ailleurs, dans tous les pays anglophones. Par contre, en France et en francophonie, ce n'est pas le cas. On est au tout début, on est au balbutiement de tout ça, et il y a encore un boulevard pour tous les instruments. Et d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Avec autant de gens qui partagent du contenu en ligne, qui font des tutos en ligne ou qui ont des écoles en ligne, est-ce que, en fait, les profs aujourd'hui ne se lancent pas parce qu'ils auraient peut-être peur d'être perdus dans la masse? Alors, très certainement que c'est pour ça. Et du coup, c'est que tu as soulevé un point qui est intéressant, je trouve. C'est qu'il faut faire la distinction entre le contenu qui est proposé et toi derrière qui veux monter une activité, quelque chose de structuré. Aujourd'hui, tout le monde peut proposer du contenu sur Internet. C'est hyper facile. Tu ouvres une chaîne YouTube, tu fais du contenu. Il peut être bon, il peut être mauvais, il peut être structuré, pas structuré, on s'en fout. Tout le monde peut le faire. Toi derrière, si tu veux faire les choses bien, il va falloir que tu réfléchisses à un modèle économique. Et donc c'est là où on voit que déjà, le curseur de concurrence, il commence par définir ce qu'est une concurrence. Est-ce que les chaînes YouTube gratuites sont une concurrence? On y reviendra juste après. Ou est-ce que c'est plutôt ceux qui ont un modèle économique, ceux à qui on a envie de se comparer pour voir est-ce que moi je peux aussi monter une école de musique en ligne qui soit effective. Et là déjà, quand tu prends ceux qui ont une école de musique en ligne qui fonctionne, qui tourne, qui leur apporte de l'argent, déjà la concurrence elle est beaucoup plus faible, et là tu aperçois que le gâteau il est encore très gros et qu'il y a encore de la marge. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Est-ce que c'est compliqué de sortir du lot de ce qui est fait sur YouTube? Il faut savoir que tous les jours, il y a des millions de requêtes qui sont faites pour chercher tout un tas de choses sur Internet. Donc quand quelqu'un cherche, je ne sais pas moi, à apprendre le piano, il va tomber sur tout un tas de vidéos. Et potentiellement, il va tomber sur des vidéos qui ne lui conviennent pas parce que la pédagogie n'est pas faite pour lui, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et il y a un moment donné, s'il tombe sur votre vidéo, c'est pas parce que vous avez 40 vues et que vous venez de vous le lancer que c'est un problème. Si derrière les gens ont matché avec vous, qu'ils trouvent que la pédagogie elle est bonne, c'est vous qui vont suivre. Et là, pareil, tu vois, le curseur concurrence, pareil, on peut les regarder. Si on regarde qui est concurrent de nous-mêmes, à quel point on a une pédagogie différente, une approche différente, on s'aperçoit que la concurrence, elle n'existe pas. Et je peux comprendre par contre que ça fasse peur et qu'on se dise je vais être noyé, comment est-ce que je fais pour me démarquer? Mais c'est pour ça que nous, on existe, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il y a des méthodes pour se montrer, pour trouver des élèves. Mais il ne faut surtout pas se comparer à ce qui n'est pas comparable. Voilà. C'est deux mondes différents. Tu as le monde du gratuit et tu as le monde de l'entreprise, du professeur qui veut créer sa structure. Oui, pour illustrer ce que tu dis, c'est comme si quelqu'un cuisinait excellemment bien et que chaque fois qu'on allait manger chez lui, il me disait « Ah, tu devrais ouvrir ton restaurant, c'est vraiment trop bon ce que tu fais. » Mais il y a quand même une différence entre bien cuisiner chez soi pour une tablée de 10 amis et ouvrir un restaurant. Il y a un savoir-faire dans la gestion de son entreprise, la gestion des stocks, la gestion de l'envoi des assiettes, la gestion de son personnel. Donc, il y a un vrai savoir-faire à avoir. Et ce n'est pas parce qu'il est bon cuisinier qu'il réussira à avoir un restaurant qui fonctionne, malgré le fait qu'il ait une excellente cuisine. Et ce n'est pas parce que vous êtes un bon pédagogue, un bon prof de musique, que vous arriverez à coup sûr à vous lancer en ligne et à réussir si vous n'avez pas les bonnes méthodes, si vous n'apprenez pas ce nouveau métier. Et par rapport à la concurrence, moi je fais souvent l'image, je donne souvent l'image justement des restaurants, qu'on me dit ouais, est-ce que tu penses que c'est pas trop tard, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas déjà trop de monde en ligne? Moi je pose toujours cette question-là. Quand tu vas te promener, je demande d'abord où est-ce que tu habites. Bon, en étant, j'habite à Toulouse. Okay. Mais quand tu te promènes à Toulouse, est-ce que tu croises des restaurants? Oui, il y a plein de restaurants. Okay. T'as pas remarqué que quand il y a un restaurant qui ouvrait dans une rue, il y en a 10 autres qui ouvrent à côté? Et pourquoi, en fait, ça se passe comme ça? Parce qu'il n'y a pas de notion de concurrence, il y a une notion qu'il y a un marché. Et le marché va venir. Et comment les restaurants se démarquent? Parce qu'il y en a un, c'est un restaurant chinois.
l'autre c'est un restaurant italien, l'autre c'est un restaurant européen, l'autre c'est un restaurant gastronomique. Et donc, vous, en tant que prof, c'est votre être, c'est qui vous êtes, votre façon d'enseigner, c'est vous qui créez la différence parce que les élèves seront attirés par votre personnalité, votre façon de transmettre, là où eux, les restaurants, se différencient dans leur mode de cuisine, leur type de cuisine. C'est exactement le même procédé. Et c'est pas parce qu'il y a déjà des gens qui se sont lancés et qui ont pris une place qu'il ne reste plus de place. Le marché est énorme à Pro. Et d'ailleurs, même pour aller encore plus loin sur ce principe, c'est que je pense que les gens ont une vision qui est assez simpliste au début. Ce qui est normal, c'est ok, moi je suis là pour donner des cours de piano. Je vais taper apprendre le piano sur YouTube et je vais voir qu'il y a de la concurrence. Bon, on vient de définir que c'était pas forcément de la vraie concurrence. Mais peut-être que toi, ta manière d'appréhender et ta force, c'est pas apprendre le piano. Peut-être que tu as une spécificité. On va prendre des trucs simples, mais peut-être que c'est l'improvisation, peut-être que c'est l'accompagnement, peut-être que c'est d'apprendre aux pianistes qui veulent faire leur entrée au CNSM, peut-être que... En fait, il y a tellement de niches possibles dans une même activité, dans un même instrument, que déjà, tu vois, entre... Il y a ceux qui font ça gratuitement, c'est pas structuré, et les entreprises. Entre toi, ta personnalité et celle des autres. Et puis, entre ce positionnement qui va être différent, on s'aperçoit qu'en fait, la concurrence, avant qu'elle soit vraiment complexe et problématique, on a une sacrée marge. Oui, Surtout en francophonie. oui, et ton exemple est très juste parce que on peut très bien voir, on peut se segmenter de différentes façons. On peut très bien s'adresser à des débutants, de gros débutants, des personnes qui sont moyennement avancées, personnes intermédiaires, des gens qui sont plus avancés, à qui on amène beaucoup plus de perfectionnement. Et on peut aussi se différencier dans les styles. On peut très bien se dire, je donne des cours de piano, mais uniquement dans le jazz. Je donne des cours de guitare, mais manouche. Donc, on vient se nicher sur des cibles spécifiques. Il y a déjà du monde et ça permet de segmenter et de trouver aussi sa voix parmi tous ces instruments-là. Et puis, il y a aussi des instruments qui ne sont pas du tout touchés à l'heure actuelle en francophonie, où il y a énormément de place pour plein de raisons. Pour des raisons de géographie, pour des raisons aussi d'accession à certains instruments qui sont pas toujours évidents. Et donc, il y a un vrai boulevard en francophonie et notamment en France sur la façon de pouvoir se positionner avec son école de musique en ligne. Ouais, très clairement. On est vraiment on est dans les débuts. Il y a plein de choses à faire. Effectivement, ça demande de se poser. C'est un autre métier. Ça demande des compétences, mais ça s'apprend. J'ai une question. Alors, ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure. Mais je suis intéressé d'avoir ton point de vue. Avec les millions de cours qu'on a de disponibles en un clic, il suffit d'aller sur YouTube ou de taper sur Google n'importe où. Comment est-ce que toi, de ton petit coin d'internet, tu peux espérer capturer l'attention de quiconque ? Tu vois, est-ce que c'est pas comme crier dans le vide ? Comment on s'y prend finalement pour se démarquer ? Eh ben, c'est une très bonne question. Et moi, ce que je dis souvent dans les présentations que je peux faire à différents profs de musique qui me suivent, c'est que dans un premier temps, il va falloir donner avant de recevoir. Et pour donner, il va falloir créer un peu de contenu de manière, ça peut être de manière différente, hein, ça peut être un stage, ça peut être... quand on fait un stage, d'ailleurs, c'est une forme de contenu, hein, tout simplement. Ça peut être créer des petites vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux, d'organiser une rencontre, des choses comme ça, donner avant de recevoir. Et le fait de pouvoir déjà donner en fait du contenu va nous permettre d'aller cibler une audience. Et la clé pour pouvoir trouver des personnes et pouvoir se démarquer, c'est d'aller cibler une audience. C'est un peu l'image qu'on avait déjà évoquée dans un ancien podcast de il y a plein de poissons dans une mare et puis faut que je lance mon hameçon au bon endroit avec le bon appât, parce que si je le lance dans le marais qu'il y a derrière où il y a que des grenouilles et il n'y a pas de poissons, je vais rien attraper, du moins en poisson. Je vais attraper des grenouilles qui sont pas ce que je voulais attraper à la base. Et cette notion d'audience, elle est très importante à comprendre. Tant qu'on n'a pas la possibilité d'avoir une audience, même infime, même toute petite, il n'y aura pas de possibilité de cours de musique derrière. Et ça, c'est vrai aussi pour les écoles de musique en général. Moi, j'ai travaillé dans une école de musique municipale qui se pose depuis 15 ans, voire plus, la question de comment on fait pour attirer plus de monde. Mais à aucun moment, la vraie question se pose de comment
on donne envie de venir nous voir, comment on s'ouvre aux autres et comment on crée cette audience qui va venir nous voir et qui va s'intéresser à l'enseignement que l'on propose parce qu'ils ont une problématique. Donc la clé, elle est de commencer par créer une audience. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Oui, totalement. D'ailleurs, je rebondis dessus parce que tu soulèves un point qui est quand même très important. On peut vite penser que créer une audience, c'est avoir des milliers, voire des millions d'abonnés, de faire des centaines et des milliers de likes. Alors qu'en fait, une audience, ça commence juste par quelques personnes qui aiment et suivent ce que l'on fait. L'audience, c'est juste ça. On peut très bien, il y a plein de cas sur YouTube, on en connaît tous les deux beaucoup, de gens qui ont quelques centaines, quelques milliers d'abonnés et qui ont un business qui tourne du feu de Dieu. Parce que derrière, tout est calculé, tout est prévu, tout est anticipé comme une entreprise finalement. Tout est calculé pour que ça aide les élèves, mais que l'entreprise tourne. Là où il y a des chaînes YouTube qui fonctionnent énormément sur les vues, sur les likes et tout ce que tu veux, mais derrière, le modèle économique, il n'est pas stable et ça ne gagne pas d'argent. Et donc du coup, et ça aide pas forcément, si c'est mal fait, ça aide pas forcément les gens. Donc je pense que c'est important de se dire qu'une audience, elle peut être microscopique, mais elle doit exister. Tout commence par là. Donc il faut commencer à se faire connaître, mais ça peut commencer par des dizaines de vues, des centaines de vues, d'y aller par étapes en fait. Juste imaginez que de l'autre côté, c'est des gens, des vrais gens, qui sont de l'autre côté de leur téléphone ou de leur ordinateur chez eux, qui sont captés par ce que vous proposez, et donc indirectement, pendant que vous dormez, pendant que vous cuisinez, les gens sont en train d'être aidés grâce à vous. Et donc même si vous avez aidé une ou deux personnes, dites-vous que c'est génial. Dans la vie de tous les jours, c'est quand même rare de pouvoir croiser quelqu'un au hasard, et de pouvoir l'aider. Là, il y a la possibilité. Donc c'est important de remettre ça dans le contexte. Soit tu peux aider quelques personnes, quelques dizaines de personnes dans un premier temps. Déjà, c'est génial. Et d'ailleurs, nos stagiaires dans Zik School, souvent commencent par leurs propres élèves. Moi, je dis souvent que la première audience, votre première audience, ce sont les élèves que vous avez déjà. Condition que vous enseignez déjà. Pour les débutants, c'est un peu différent. Ils peuvent aussi se créer une audience d'une autre façon, mais la première audience, c'est aux élèves. Et souvent, les élèves de Zik School commencent avec leurs premiers élèves en ligne, et ce sont souvent des élèves en commun avec les élèves qu'ils avaient en présentiel. Oui, tout à fait. En même temps, c'est une bonne stratégie, parce que c'est des gens que tu connais, que tu peux questionner, tu peux savoir un peu ce qu'ils veulent, et tu commences à te créer aussi une méthode, une autorité, et donc après, quand tu commences à élargir ton audience à des gens qui n'étaient pas dans ton cercle d'élèves actuels, forcément, ça fait effet boule de neige, ça crée une inertie, et tu aides de plus en plus de... Ouais, et la concurrence, si on revient dessus, dans ce cas-là, si on considère qu'il y a de la concurrence en ligne, qu'est-ce qu'il en est de la concurrence en présentiel ? Il y a tellement de profs de musique aujourd'hui en présentiel, je le rappelle, le pays où il y a le plus d'écoles de musique par habitant, la concurrence existe déjà. Et pourtant, ça n'empêche pas les profs de musique dans tous les villes, les villages, d'avoir des élèves. Et parfois même des élèves qui sont loin, ou qui viennent de loin, ou chez qui on se déplace avec une distance assez importante. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Alors, j'ai eu un professeur au téléphone qui, justement, avait peur de cette concurrence. Et en parallèle, j'ai une élève de violon qui fait 1h30 de route pour venir me voir parce qu'elle ne trouvait pas le professeur qui lui correspondait. Et en fait, on s'aperçoit que déjà en présentiel, il y a énormément de professeurs, énormément d'outils pour les trouver. Il y a des sites hyper connus qui te permettent de trouver des profs comme ça en un claquement de doigts. Mais il ne faut pas oublier que dans certaines circonstances et tout, dans une zone géographique donnée, pour un instrument donné, pour des disponibilités données, pour un besoin spécifique donné, il n'y a pas forcément de profs. Donc même dans ce milieu-là où c'est ultra concurrentiel, et les écoles de musique, les conservatoires, les profs particuliers, avec les moyens techniques du moment qui permettent d'avoir quand même beaucoup de professeurs, et même, on pourra en reparler, de dévaloriser un peu le système, parce qu'il y a aussi... tous ceux qui sortent tout juste du conservatoire ou autre, ou même des débutants qui vont te donner des cours à 15 € l'heure, il y a beaucoup de concurrence en présentiel, et pour autant, il y a toujours de la demande, il y a toujours des gens qui ont besoin de cours. Donc, il n'y a pas de raison qu'en ligne, ça soit différent, surtout que le marché est encore plus large. Exactement. Petite question, est-ce que c'est pas décourageant de savoir que
finalement, ça dépend pas de notre réussite, ne dépend pas de notre talent. Tu vois, quand tu veux te faire connaître sur Internet, parce que c'est pas juste parce que t'es bon que tu vas te faire connaître. Est-ce que c'est pas un peu décourageant du coup? Au premier abord, ça peut l'être parce que ce n'est pas le métier de base du professeur de musique. Ce qui fait souvent peur, c'est le marketing. Et le marketing est diabolisé. Et donc, ce que tu exprimes dans ta question de manière cachée, c'est ça, c'est que les profs de musique préféreraient être reconnus pour leur talent et que les élèves viennent et courent vers eux de manière spontanée parce qu'ils sont très forts dans leur instrument, sauf que ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'on est très fort dans un instrument, qu'on a une notoriété, qu'on a forcément des gens qui ont envie de prendre des cours avec nous. Et d'ailleurs, j'en ai la preuve, c'est que nous, on suit actuellement un stagiaire au sein de la formation Zik School qui avait créé avec le plus grand joueur de flûte de Pan connu. Je tairai son nom. Ils se sont dit, on va créer une formation qu'ils ont créée de A à Z. Et ils se sont dit, de par la notoriété de ce prof-là, qui a énormément de fans, les formations vont se vendre comme des petits pains. Et ça n'a pas été le cas. Pour plusieurs raisons. Parce qu'ils ne savaient pas faire, parce qu'ils n'avaient pas la bonne méthodologie, et parce qu'ils ne respectaient pas non plus les vrais piliers de la formation en ligne, et qu'ils ont pris les choses à l'envers. Et donc, pour revenir à ta question, si on parle clairement du mot qui fâche, c'est le marketing. Oui, il va falloir forcément se vendre un petit peu. Il va falloir même se vendre correctement, de façon à ce que des élèves viennent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas être un marchand de tapis pour attirer du monde. Si vous avez un savoir-faire et que vous aimez jouer de la musique et que vous voulez montrer votre talent, profitez-en, parce que c'est en faisant ça, c'est en montrant que vous avez un vrai savoir-faire et en le partageant aux autres que vous allez créer une audience, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, et que les choses vont démarrer. Alors ça peut être frustrant, mais c'est un atout. Il faut vraiment l'utiliser comme une énergie et quelque chose qui va vous permettre de construire un contenu pertinent pour vos élèves, et donc pensez à eux avant de penser à vous. D'ailleurs, on parle de talent, il y a un petit côté quand même, un truc, je trouve ça amusant, mais le talent est quand même en grande partie objectif, mais aussi en partie subjectif, ça dépend si le public accroche et autres. Et c'est rigolo de se poser la question en tant que prof de pourquoi mon talent ne va pas donner de résultats sur Internet, alors qu'à côté de ça, en tant que prof de musique, ton talent, il n'est pas toujours aussi reconnu à sa juste valeur dans le monde réel. Tout le monde n'est pas lang-lang au piano ou autre, et tout le monde ne fait pas une carrière de concertiste. Et pour autant, il y a plein de profs, j'en fais partie, qui au fond d'eux ont ce petit rêve de se dire, bah ouais, moi aussi j'aurais bien aimé écumer les salles. Ouais. Pour autant, ça n'empêche pas de vivre, de faire des choses. Tu vois, ça t'empêche pas de partager ta passion, de potentiellement faire des concerts, peut-être plus en local. Mais sur Internet, c'est la même chose. Finalement, c'est pas ton talent qui fait que tu y arrives, c'est la personnalité, ta pédagogie et ce que tu montres. Ça me fait penser à une anecdote aussi, quand j'étais pleinement dans le développement de mon école de musique sur la post-production musicale. Donc, je pratiquais énormément la post-production musicale, mixage audio, et donc j'avais aussi des artistes qui venaient pour que je les enregistre et pour que je fasse le mixage audio de leurs morceaux. Ça, c'est arrivé par le fait que j'enseignais aussi en ligne. Et un jour, j'ai un artiste qui m'a dit que on était en train de discuter justement de l'aspect promotionnel en fait de ces morceaux. Et il disait que lui, son premier discours, c'était non, mais moi, les gens, je veux qu'ils viennent pour ma musique. Je ne ferai pas de marketing, les gens viendront parce qu'ils aiment la belle musique. Sauf que si on voit réellement comment on se positionne, il y a des chansons qu'on aime bien aujourd'hui, quand on les a écoutées la première fois, des fois, on n'a pas forcément prêté attention. Parce qu'il y a besoin de répétition, on a besoin d'être confronté aux choses à un moment pour entendre des choses et les apprécier, peut-être découvrir des choses dans un texte. Et c'est faire fausse route de considérer le marketing et le branding comme quelque chose de diabolisant, comme le diable. En tout cas, il ne faut pas le diaboliser, il faut l'utiliser vraiment comme un outil et quelque chose qui va vous permettre de vous développer. Et ces personnes-là, quand ils disaient ça, je disais oui, mais les gens ne viendront pas d'eux-mêmes pour ta musique, il va falloir que tu leur donnes envie de venir à ta musique. C'est un paradoxe, ça, parce que les gens ont cette sensation, c'est vrai que le marketing, c'est le mal, que c'est mal. C'est la manipulation. Que c'est la manipulation. Et moi,
et on a tous les deux un recul quand même assez suffisant sur l'entrepreneuriat pour ça fait quand même 10 ans, pour se dire que, en fait, quand tu es entrepreneur, tu te retrouves avec 2 casquettes. Tu as la casquette du consommateur, et donc tu as beau être anti-marketing, tous les jours, en tant que consommateur, tu y es assujetti, quoi. Enfin, il y a un moment donné, tu consommes. Donc si tu consommes, c'est que tu as été convaincu. Si tu as été convaincu, c'est qu'on t'a convaincu de manière directe ou indirecte. Et tu t'en rends compte que quand tu deviens entrepreneur et que tu te mets une nouvelle casquette qui est celle du producteur. Et donc là, en tant que producteur de solutions, tu dois te poser les questions de pourquoi les gens choisissent telle solution plutôt qu'une autre face à leurs problèmes. Qu'est-ce qui fait qu'ils vont nous choisir plutôt qu'un autre? Et là, quand tu y penses comme ça, tu te dis, mais ça paraît logique qu'à un moment donné, il faut que je me mette en avant. Et à un moment donné, il faut que j'explique ce qui fait que ce que je propose est bon. Donc, tu commences à vendre. Et j'en profite d'ailleurs pour casser une petite croyance limitante pour les gens. Là, on a tendance à faire l'inverse de ce qu'il faudrait. On a tendance à ce moment-là à se dire, je vais valoriser mon produit. C'est contre-intuitif, mais dire voilà mon produit, voilà ce que je propose, voilà mes cours, c'est les meilleurs, c'est génial, etc. Ça, c'est contre-productif. Ce qui va fonctionner, c'est le principe même de l'être humain, c'est de faire preuve d'empathie. Et donc, les gens ont besoin de comprendre, de savoir qu'on comprend leurs problématiques. Et donc, la meilleure chose qu'on puisse faire pour vaincre la concurrence, c'est d'être un meilleur en empathie et de montrer à celui qui est en face qu'on connaît mieux son problème. Et forcément, c'est humain. Quelqu'un qui sent qu'on a compris ce qu'il voulait faire, où est-ce qu'il voulait amener, pourquoi il a eu ses problèmes, etc. Et qu'on est capable de lui dire « Mais je comprends tes problèmes parce que tu as eu ci, tu as eu ça, il faudrait plutôt que tu penses comme ci, comme ça, voilà comment je peux t'aider. » Mais finalement, tu te retrouves à vendre, mais tu vends sans vendre. C'est comme quand tu parles entre amis, tu as un ami, il a un problème sur un sujet X ou Y, bah, tu vas trouver les bons mots pour le convaincre, pour l'aider, pour qu'il trouve sa solution. Ce qui finalement vient un peu gêner les gens, c'est quand il y a une notion de transaction entre les deux. Mais la notion de transaction, on va pas pouvoir y revenir, mais enfin, c'est le système, on vit comme ça. Tu as besoin d'argent pour payer ton loyer, l'autre en face a besoin de résoudre son problème. Enfin, on fonctionne que comme ça, le monde fonctionne comme ça. Donc le fait qu'il y ait une transaction au milieu, c'est juste une banalité classique. La base, c'est il y a un problème, il y a une solution, les deux se comprennent, on peut s'aider. Bah, du coup, voilà, on fait un deal, on est d'accord tous les deux. Si tous les deux sont consentants, tout va bien. C'est un échange. Et souvent d'ailleurs, ce qui pose aussi problème face à cette vision de l'argent, c'est souvent une question d'être à l'aise ou non avec cette notion d'argent. Et d'ailleurs, on va rentrer dans le plat directement. On parle de concurrence, on parle d'écoles de musique en ligne et qu'il y a déjà beaucoup de monde. Moi, j'aimerais juste évoquer un aspect qu'on parle très peu, c'est justement la concurrence sur les écoles de musique en présentiel et la façon dont fonctionne l'enseignement musical aujourd'hui en francophonie et dans beaucoup d'autres pays que la francophonie d'ailleurs. On se retrouve en fait avec l'enseignement musical qui fonctionne pratiquement partout de la même façon. C'est quoi? C'est on vient dans un lieu où le prof se déplace dans un lieu, on reste pendant une heure, une demi-heure, une heure, et voilà, on pratique l'instrument, on enseigne pendant une demi-heure. Donc déjà en une demi-heure, c'est quand même chaud. Et ensuite, on se voit pas pendant une semaine et on se revoit la semaine d'après. Et là-dessus, on est payé à l'heure. Donc si je fais une demi-heure, voilà, si je suis à 35 € de l'heure, pour une demi-heure, je serai payé la moitié de 35 € de l'heure. Et pour 2 semaines, je serai payé 35 €. Et puis, tout le monde fait comme ça. Sauf que ce principe-là entraîne une notion de concurrence. Et la concurrence, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait baisser les prix. Et donc aujourd'hui, on est dans une situation où tous les profs de musique, pour essayer de trouver des élèves, font deux choses. Soit ils se déplacent de plus en plus loin et font des concessions géographiques en disant voilà, si de toute façon cet élève-là, il veut de moi, je vais faire l'effort. Donc je vais faire 70 km, je vais aller chez mon élève pour lui enseigner le piano une fois par semaine, une demi-heure. Et puis les frais d'essence, c'est pour moi. Et on se retrouve dans une autre situation, c'est que les profs de musique sont amenés aujourd'hui à baisser leurs prix pour essayer de trouver des élèves. Donc la concurrence, c'est un phénomène économique. Plus il y a de concurrence, plus les prix baissent. Sauf que là, on parle d'enseignement. Et dans l'enseignement, la concurrence et la baisse des prix, c'est une catastrophe parce que ça vient faire quoi?
ça vient baisser la valeur de l'enseignement que l'on donne. Et aujourd'hui, tous les profs se plaignent que la musique est dévalorisée, que l'enseignement musical a moins de valeur qu'avant et qu'il n'y a plus de considération pour leur métier, mais ils font tout pour que cette situation-là arrive, parce que tout le monde fonctionne de la même façon et tout le monde est payé à l'heure et personne ne se pose la question de faire autrement de façon à revaloriser l'enseignement de la musique. Et on est en train de tuer l'enseignement musical à l'heure actuelle. Alors que moi, j'ai l'exemple de gens qui se sont lancés en ligne, et moi en premier. Quand j'ai commencé, moi, la musique assistée par ordinateur, je me déplaçais comme les profs le font aujourd'hui. J'ai pas fait ça longtemps, parce que j'étais payé, je prenais 25 € de l'heure quand j'ai commencé, et j'allais enseigner 1 heure la musique assistée par ordinateur chez les élèves. J'ai vite arrêté, parce que j'ai vite compris que c'est pas avec ça que j'allais vivre, et que j'allais gagner ma vie, surtout si j'ai enlevé les frais d'essence. Aujourd'hui, je sais même pas comment j'aurais fait, c'est pas possible, avec le prix de l'essence aujourd'hui. Et quand je me suis lancé en ligne et que j'ai mis en place mon système, j'ai multiplié la valeur de mon enseignement horaire par 10, pratiquement par 10, puisque je suis passé de 25 € de l'heure à pratiquement, même à 200 € de l'heure au niveau de l'enseignement. Donc, par enseignement en ligne, il n'y a pas de concurrence à l'heure actuelle. On va pouvoir casser cette concurrence dans le milieu de l'enseignement traditionnel pour redonner de la valeur à l'enseignement en présentiel. Si tout le monde se met à l'enseignement en ligne, à un moment, le présentiel sera une valeur ajoutée qui reviendra en avant et qui permettra à ceux qui ont vraiment le savoir-faire et le talent qu'ont les profs de musique aujourd'hui en France, de vraiment vivre de leur activité et de reprendre du plaisir. C'est hyper important que tu parles de valeur, parce qu'il faut que les gens aient conscience que quand eux, ils vont proposer leur enseignement, c'est de la valeur qu'ils apportent. Aujourd'hui, effectivement, la concurrence, et je vais faire le parallèle sur un autre marché, la concurrence entraîne une chute des prix. Et ceux qui sont très malins en termes d'entreprise sont capables de créer des modèles économiques qui proposent des solutions gratuitement. Je vais prendre un exemple. Tu veux créer un site internet. Aujourd'hui, si tu veux créer un site internet, si tu le fais toi-même, tu veux prendre un WordPress logiciel qui est gratuit, tu vas prendre un hébergement, ça va te coûter une dizaine d'euros par an. Tu peux te faire un logiciel pour pas grand-chose. Tu peux faire appel à un prestataire de service qui va te le facturer 1500, 2000 € parce que il va personnaliser certaines choses. Tu peux faire appel à une agence qui, elle, va peut-être prendre en compte ta stratégie marketing, va intégrer tout un tas de choses, etc. Aujourd'hui, le milieu, par exemple, des sites internet, il est tellement concurrentiel, pour reprendre le terme, qu'on peut avoir un site pour gratuit. Tu vas sur des plateformes comme Wix, tu ouvres ton compte, en 10 secondes, un site internet, c'est gratuit. Donc si derrière, les développeurs veulent créer de la valeur et apporter une plus-value, ils sont obligés de se différencier autrement. Ils sont obligés d'apporter de la valeur autrement. Et en plus, là, à l'ère des intelligences artificielles, on est à 2 doigts de se retrouver avec un site internet tout fait, tout paramétré, avec des plugins, avec de la personnalisation, du sur-mesure. Donc, il y a un moment donné, le marché, il évolue. Et donc, quand toi, tu veux arriver sur ce marché-là, tu vas être obligé d'apporter de la valeur. Et donc, pour l'école, pour le principe de l'enseignement en ligne, c'est pareil. Tu dois trouver un moyen d'apporter de la valeur déjà au maximum, et l'enseignement en ligne le permet. Et ce qui permet, toi, de te rendre effectivement moins accessible. Et si les gens veulent vraiment avoir affaire à toi, ils paieront le prix qu'il faut parce qu'ils connaîtront le décalage de valeur entre l'apprentissage en ligne auquel ils ont le droit et puis toi, le fait que tu sois là. Et d'ailleurs, ça sera même des cours beaucoup plus agréables parce que ceux qui viendront en cours auront vraiment des problématiques spécifiques et en tant qu'enseignant, ce sera beaucoup plus agréable, tu vois. Parce que tu ne seras pas là à répéter des banalités, etc. Tu seras vraiment là sur des problématiques spécifiques autour d'un élève qui a des choses qu'il veut régler et il n'a pas trouvé d'autres moyens. Et du coup, ça apporte de la valeur pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai une petite question qui permet d'être un peu l'avocat du diable aussi. On aime bien cette expression-là, se porter l'avocat du diable, se positionner comme l'avocat du diable. Si tout le monde enseigne en ligne comme tu fais pour que tes cours, si tout le monde enseigne la musique et fait des cours en ligne, en fait,
Comment tu fais pour que tes cours deviennent excitants et ne soient pas moroses comme une notice de micro-ondes? Notice de micro-ondes. Alors du coup, c'est quoi la distinction entre il y a plein de gens qui donnent des cours et tes cours? Parce qu'en fait, c'est deux choses qui sont indépendantes pour moi. Enfin, le fait qu'il y ait plein de monde qui donne des cours, au contraire, ça amène énormément de pédagogies différentes. Alors, on en avait déjà parlé, mais ça fait des pédagogies croisées, donc les gens, ils entendent les choses de différentes manières. Et c'est pas un critère qui te pousse à la médiocrité, au contraire. D'ailleurs, je pense fermement que la créativité, elle fonctionne mieux quand il y a des contraintes. Plus les contraintes sont fortes, plus tu es obligé de stimuler ta créativité. Si on te dit, là, pense à des techniques pour enseigner le piano, je sais pas. Par contre, là, tu dis, regarde, là, il y a 10 personnes, elles enseignent le piano comme ça, elles ont trouvé cette idée-là. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, qui corresponde à ta personnalité pour que ça soit encore mieux? Là, du coup, c'est beaucoup plus stimulant. Là, tu commences à trouver des idées. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème, en fait. Il peut y avoir plein de concurrence, il peut y avoir plein de monde qui font plein de choses différentes. L'être humain, et là, ça peut rassurer les gens, aura toujours une avance sur l'intelligence artificielle, par exemple, sur ça. Une intelligence artificielle, elle est très très forte pour créer à partir d'une base de données énorme. L'être humain, il est capable de créer à partir de rien. Et cette distinction, elle existera toujours et elle fera toujours la différence. L'être humain, il est capable de prendre des risques, de tester des choses que l'IA ne fait pas parce que c'est son fonctionnement propre. Elle est là pour, je schématise très grossièrement, mais elle fait des stats, des probas. Tu vois, il y a plein de données, machin, tiens, ça c'est le mieux de ce que veut le marché aujourd'hui. Et les gens, un humain est capable de sortir de ce cadre-là et de se dire, non, moi je vais créer quelque chose de complètement différent. Et il est capable de renverser la vapeur et de créer de nouvelles connexions, de nouvelles choses. Donc, au contraire, moi je pense que c'est stimulant le fait qu'il y ait de la concurrence pour avoir une pédagogie encore plus innovante. Et est-ce qu'on peut parler de concurrence ou plutôt de partenaire dans ce cas-là, si tu ensuite ta logique? Alors c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, regardons les artistes pop, rap, etc. Est-ce que... Alors j'ai pas fait la stat, je balance ça comme ça. Mais est-ce que depuis quelques années, il n'y aurait pas de plus en plus de featuring entre artistes? Ouais. Parce qu'en fait, ils le savent. C'est-à-dire que c'est comme l'argent dans le monde. C'est pas je prends l'argent, je la garde, elle est à moi. L'argent, elle circule. Donc elle arrive dans ta poche, toi tu consommes, lui il consomme, machin, et elle circule. Là, c'est pareil. Chacun a son audience. Ils ont chacun leur audience. Ils mutualisent. Du coup, il y en a les deux qui vont venir. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus fans de l'autre. Il n'y a pas vraiment de concurrence. C'est juste qu'ils sont partis enrichir leur, pour le coup, le plaisir d'écoute en allant découvrir un autre artiste, en découvrant deux artistes qu'ils aimaient bien. Quand tu fais des cours en ligne sur le piano, tu peux tout à fait imaginer aussi des partenariats. Parce que à deux, pareil, ça stimule, tu trouves d'autres idées, tu construis, tu co-crées. Et ça n'empêche pas les deux de vivre. Les deux ont leur écosystème. Les deux peuvent créer un écosystème commun. On s'aperçoit d'ailleurs souvent, alors je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très technique pour ceux... mais dans le milieu du copywriting, donc c'est l'art d'écrire pour vendre, on va dire du marketing de manière générale, c'est contre-intuitif, mais c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté plein de fois un produit pour répondre à son besoin que de vendre à quelqu'un pour la première fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne sais pas si tu veux vendre des programmes sur la perte de poids, même s'il y a beaucoup de concurrence qui amène d'autres problématiques, c'est beaucoup plus facile de convaincre les gens parce que les gens savent comment ça fonctionne. Et c'est juste qu'à un moment donné, ils vont dire « Ah oui, lui, il comprend vraiment mon problème, les autres n'avaient pas compris. » Donc finalement, même si les gens étaient vraiment concurrents et qu'ils ne co-créaient pas, finalement, même s'il achetait les offres des autres, il peut quand même acheter notre offre. Et justement, il peut l'acheter parce qu'il a acheté les autres. Donc il n'y a pas vraiment de... la concurrence, elle est... Ouais, je te rejoins. On peut voir ça plus facilement comme du partenariat, même si je conçois qu'au démarrage, ça puisse paraître complexe. Et souvent, d'ailleurs, quand on démarre un projet, on entend beaucoup de personnes dire « Non, mais moi, j'en parle pas, j'ai pas envie de me faire piquer l'idée. » C'est la pire des erreurs à faire, ça. Et pareil, quand on lance son projet d'école de musique en ligne, justement, il faut en parler, il faut
il faut exposer les choses et permettre d'avancer. Surtout qu'une idée, ça ne reste qu'une idée. Oui. Une idée, elle est bien que si elle est exécutée et que si elle est bien exécutée. Et même si elle est exécutée par quelqu'un d'autre, ça n'empêche pas de pouvoir la réexécuter. D'ailleurs, petite anecdote, je me rappelle, ça fait presque 10 ans, j'avais vu, il y a une start-up, son modèle économique, c'était de copier les autres start-up qui marchaient. Et du coup, il reprenait un modèle, ah oui, ça a fonctionné, hop, je vais faire la même chose, et je l'implémentais. Il avait des équipes pour implémenter les idées qui avaient fonctionné. Mais ça n'empêche pas les autres de vivre aussi, tu vois. Ouais. C'est pas parce que tu piques l'idée que ton marché, il est inexistant. Il te pique pas tout, en fait, il s'inspire. Voilà. J'ai une question, moi, tu vois, on parlait de marketing. Du coup, même si on part du principe que le marketing, c'est quelque chose de bien, maintenant, hein, je pense qu'on a quand même bien clarifié ça. Est-ce que finalement, pour se faire remarquer, c'est pas une course à avoir plus un marketing plus flashy, le meilleur équipement, les meilleures vidéos, enfin tout ça. Est-ce que ça nous emmène pas vers cette dérive-là, si c'en est une? Oui, complètement. Je suis d'accord à 100% avec ce que tu dis et cette question-là. En tout cas, c'est ce qu'on constate dans l'esprit des gens qui démarrent et qui veulent se lancer sur un projet, et même dans l'esprit de tous les stagiaires que nous, on peut accueillir sur nos formations. Ils veulent toujours l'objet plus brillant que les autres parce qu'ils pensent que c'est avec ça qu'ils vont se démarquer et qu'ils vont, du coup, contrecarrer la concurrence. Mais c'est réfléchir à l'envers. Parce qu'ils oublient le cœur de leur métier. Leur métier, c'est enseigner, et c'est par l'enseignement que ça passera. Et leur façon d'enseigner, et c'est pas parce qu'ils ont une plus belle caméra, plus chère et qu'il y a de meilleures couleurs, ou un micro de meilleur qui coûte 400 € au lieu de 50 € qui vont en fait faire la différence. Le contenu reste toujours important, et souvent, quand les gens se lancent, ils ont tellement une expérience dans leur métier et un savoir-faire dans ce qu'ils savent faire et l'enseignement de leur instrument, qu'ils arrivent à un point, en plus de tout ce que la société peut leur véhiculer comme image, bien sûr, ils ont plus confiance en la valeur de ce qu'ils enseignent. Et donc, ils vont chercher d'autres prétextes pour se dire, si je veux devenir le meilleur, il faut que j'ai la plus belle voiture, il faut que j'ai la plus belle caméra, il faut que j'ai la plus belle image. Non, c'est faux, c'est totalement faux. On le voit tous les jours, nous, avec nos stagiaires sur The X-School. Ce qui fait la différence, c'est se recentrer sur son savoir-faire et qui on est, et donc véhiculer la quintessence de ce qu'on est capable de transmettre, bien sûr à condition que l'on réponde à une problématique. C'est ça qui compte. Et vous pouvez avoir tous les objets brillants autour de vous, ça ne marchera pas. Alors par contre, quand vous allez évoluer, vous allez commencer à avoir des élèves, et que de plus en plus d'élèves et une structure qui va de plus en plus fonctionner, là, vous pouvez vous dire, ok, allez, on va faire quelque chose de mieux, de plus professionnel, de plus carré, on va prendre des gens qui vont travailler pour nous. Là, c'est pertinent, là, ça fonctionne, et là, c'est normal de le faire. Mais avant, ce n'est pas la bonne question à se poser. Avant, il faut d'abord se concentrer sur qu'est-ce que je peux offrir, moi, pour résoudre une problématique. Et en plus, c'est un bon moyen de... On rebondit sur ce qu'on a dit au début. Le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Les critères, forcément, au fil des ans, en termes de qualité, évoluent. C'est normal, l'activité se professionnalise. Donc, plus tôt tu t'y prends, plus tôt tu peux mettre de côté tous ces aspects-là. Aujourd'hui, on a quand même la chance, techniquement, on avait déjà parlé dans un podcast, on peut faire des choses très propres et très bonnes pour débuter. Mais autant le faire maintenant, parce que les critères dans 10 ans, ils ne seront peut-être pas les mêmes. Peut-être que dans 10 ans, effectivement, l'accessibilité, c'est souvent un point important dans l'entrepreneuriat, l'accès à la possibilité de devenir enseignant en ligne sera peut-être plus complexe pour différentes raisons. Peut-être qu'il y aura des restrictions, j'en sais rien, de diplôme, ou peut-être pas. Peut-être qu'il y aura besoin de plus de matériel parce que les critères de base sont plus hauts. À aujourd'hui, c'est pas le cas. À aujourd'hui, c'est souvent beaucoup plus des prétextes. Évidemment qu'il faut un minimum, mais le minimum, il se fait avec un téléphone qu'on a tous. Il se fait avec des outils qui ne coûtent pas grand-chose et qui sont accessibles pour tout le monde. D'ailleurs, j'ai une autre question qui va rejoindre un petit peu l'aspect marketing et qui va permettre de clôturer ce sujet-là du marketing une fois pour toutes. Le marketing, c'est vendre son âme ou juste une façon intelligente de dire au monde que tu existes. Ouais, c'est assez facile. La deuxième.
Exactement. Avec tout ce qu'on a dit avant, ça paraît logique. En fait, il ne faut pas diaboliser, comme tu as utilisé le terme tout à l'heure, le marketing. Le marketing, c'est juste un outil. Soit tu l'utilises pour faire de bonnes choses, soit tu l'utilises pour pas faire de bonnes choses. Dites-vous toujours que quand tu le fais pour faire de mauvaises choses, mais à un moment donné, ça te retombera dessus. Tu peux pas durer sur le long terme, mais c'est valable dans le monde réel. En fait, une entreprise, elle n'est viable sur le long terme que si elle est droite dans ses bottes et que ça fonctionne. Donc, le marketing, on ne demande pas à ce qu'il soit mensonger. Le marketing, il est là pour se faire connaître. C'est un outil de diffusion. Voilà. Bien sûr. C'est un aspect stratégique. C'est une branche supplémentaire, effectivement, quand tu deviens professeur de musique en ligne. Parce que quand tu donnes juste des cours dans une école de musique, tu es sur un principe simple, offre, tu postules un CV, et puis tu te retrouves dans ton système et tu as juste à t'occuper de ta pédagogie et de tes élèves. Effectivement, quand tu t'ouvres en ligne, tu t'ouvres d'autres problématiques, en tout cas d'autres sujets auxquels tu dois te confronter, et le marketing en fait partie. Tu peux pas y déroger, quoi. C'est comme la compta de ton entreprise, et à un moment donné, c'est légal, tu dois le faire. Donc la stratégie, fais-le de la bonne manière, et ça marchera très bien. Oui, et puis d'ailleurs, souvent, ce qui se pose aussi comme problématique, c'est que, comme on l'a dit, le schéma d'enseignement, le schéma de fonctionnement est le même depuis des décennies, sauf qu'on se retrouve aujourd'hui avec effectivement beaucoup plus de profs de musique, notamment en présentiel, qui enseignent, et donc de plus en plus d'écoles de musique en présentiel qui ouvrent. Et donc, le schéma d'avant ne peut plus fonctionner. Le schéma du bouche à oreille ne marche plus aujourd'hui. Et c'est même le cas pour d'autres activités. On reprend l'exemple des restaurants. Aujourd'hui, avant, juste l'emplacement suffisait pour développer son restaurant et avancer. Voilà, c'était à partir du moment où on avait un bon emplacement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui sont dans d'excellents emplacements qui ferment, qui ne marchent pas parce qu'ils n'ont pas une stratégie de communication. Parce que, effectivement, il y a aussi beaucoup de restaurants autour. Et comme il y a beaucoup de profs de musique autour de vous, en présentiel, il faut utiliser d'autres stratégies. Et se lancer en ligne est un excellent moyen d'aller prendre un endroit où il n'y a personne actuellement, où il y a un boulevard devant vous, pour vous démarquer, vous positionner et faire en sorte d'avoir une activité qui vive dans le temps, qui perdure et qui donne du plaisir dans l'apprentissage à vos élèves. Faites du marketing. Et créer votre école de musique en ligne. Et votre école de pour arrêter cette concurrence qui amène une dévalorisation énorme de l'enseignement. Dites-vous que c'est un devoir. Il y a des élèves qui attendent, il y en a qui ont besoin de vous. Et du coup, il y a juste à le faire, en fait. Le passage à l'action est quelque chose de très important et qui revient assez souvent dans nos questionnements. Alors moi, je pense que j'ai fait le tour de mes questions que j'avais à te poser. Voilà, je ne sais pas de ton côté s'il y a d'autres sujets sur lesquels tu voulais... Non, de mon côté, on a vu tous les sujets aussi. Bon, après, voilà, tout se rejoint. Je pense qu'on a quand même bien démystifié le sujet de la concurrence. Je pense que les gens doivent retenir juste que concurrence, il y a concurrence et concurrence, quoi. Il y a le mot concurrence qui fait peur, en mode c'est tous ceux qui vont faire de l'apprentissage en ligne sont mes concurrents. Et après, quand tu pondères en fonction de quoi exactement, à qui, etc., tu t'aperçois que la concurrence est quand même beaucoup plus light. Ouais, alors moi, je serais beaucoup plus cash dans ma façon d'analyser ce qu'on a dit. Pour moi, aujourd'hui, quand on parle de concurrence, dans l'enseignement en présentiel, oui. Il y a énormément de concurrence dans l'enseignement en présentiel. Dans l'école de musique traditionnelle, il y a une concurrence énormissime, à tel point qu'on est le pays où il y a le plus d'écoles de musique par habitant. Donc là, on arrive à un stade où, ça y est, on ne peut plus... c'est très compliqué de se lancer, d'être capable de se démarquer, et notamment peut-être par le marketing, parce que très peu de monde en fait dans le domaine de l'enseignement musical. Et encore, c'est très problématique. Par contre, si on prend l'enseignement de la musique en ligne, c'est, de par tout ce qu'on a pu dire dans d'autres podcasts, non seulement une plus-value énorme, et pour les élèves et aussi pour l'enseignant, mais aussi un moyen de se démarquer et d'aller dans un domaine et dans un chemin où aujourd'hui il y a très peu de concurrence, où il y a un boulevard énorme pour tous les profs de musique qui vont se lancer. Et le meilleur moment pour se lancer, c'était hier, quand nous on a commencé. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et le pire des moments, ça sera demain, quand tout le monde s'y sera mis. Là, vraiment, ça sera trop tard, parce que quand tout le monde fera la même chose, vous ne pourrez pas rattraper le retard que vous avez
pris à l'heure actuelle. Mais on a du temps face à tout ça. On a du temps pour y aller. Il faut y aller dès maintenant pour apprendre ce nouveau métier. Et je terminerai juste en disant que ça répond à une théorie qui existe dans tous les domaines. C'est la courbe de Gauss, c'est la courbe de l'innovation. Ça fonctionne toujours de la même façon. Tous les profs de musique qui sont réticents face à la formation et à l'enseignement en ligne seront à un moment obligés de s'y mettre. Ils n'auront pas le choix. Alors ça se fera avec eux ou sans eux. Ils n'auront pas le choix. Puisque la courbe fait ceci finalement. Au début, il y a très peu de personnes qui commencent. C'est 2,5% de la population qui sont les pionniers, les premiers adoptants. Et ensuite, la courbe prend une accélération qui fait que de plus en plus de personnes le prennent. Et après, au moment, elle arrive à un pic. Et une fois qu'on a passé ce pic-là et que ça commence à descendre, c'est là où ça devient problématique. C'est là où ça a été trop tard. Et ça, c'est valable pour toutes les innovations. Il y a ceux qui sont capables de se poser les bonnes questions et de se dire « Ok, il faut que je m'y mette, il faut que je m'adapte de façon à rentrer là-dedans et garder les mêmes principes. » C'est pas pour ça qu'il faut changer du tout au tout. On garde les mêmes principes, on garde les mêmes valeurs, mais par contre, on change les outils. C'est ça qu'il faut avoir en tête pour pouvoir perdurer dans son métier. Et je terminerai notre résumé en disant que l'enseignement en ligne et le fait d'avoir conscience qu'il y a de la concurrence dans le présentiel va permettre de casser cette concurrence dans le présentiel pour le remettre en avant. Yes. Eh bien, écoute, je crois qu'on a réussi à faire le tour. Où est-ce qu'on nous retrouve ? Où est-ce qu'on nous retrouve ? On nous retrouve sur notre chaîne YouTube, Zik School, sur notre page Facebook, sur notre compte Instagram. Et puis, pour tous ceux qui veulent débattre sur le sujet, nous poser des questions, un petit commentaire sous la vidéo, un petit 5 étoiles sur toute notre plateforme de podcast sur lesquelles on est présent, et là où vous nous écoutez. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, on fait ça. Merci à toi, Fabien. Merci, Cédric.